Si on regarde au niveau des problématiques, pour bien comprendre peut-être la teneur de mon propos, il faut savoir que la loi sur la protection de la jeunesse prévoit désormais des durées maximales de placement, à l'échéance desquelles le directeur de la protection de la jeunesse a l'obligation de prévoir un projet alternatif et permanent pour les enfants. Donc, vous voyez les durées qui sont prévues dans la loi et on constate que plus l'enfant est jeune, plus la durée maximale de placement elle est courte dans son cas. Donc, je disais, à l'expiration de ces délais-là, si le retour de l'enfant dans sa famille n'est pas dans son intérêt, on doit travailler sur un projet alternatif. Et parmi les différents projets alternatifs, là, il y a évidemment l'adoption, la tutelle, le placement, dont le placement à majorité, et aussi pour les adolescents plus grands, là, il y a la question de la préparation à l'autonomie, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de voir quel était l'effet sur les enfants de ces placements longs-là. Donc, d'abord, de tester la permanence des placements en majorité. On considère que c'est un projet permanent. Est-ce que c'est vraiment permanent pour les enfants qui en font l'objet? Et ensuite, on a voulu documenter qu'est-ce qu'il advient des relations familiales de l'enfant qui fait l'objet de placements sur de longues durées. Donc, la recherche, elle est financée, le volet québécois est financé par la Fondation de la Chambre des notaires et le volet français par l'Observatoire national de protection de l'enfance en France. Bien sûr, aujourd'hui, je ne présente que les données québécoises. Là, on ne parlera pas du volet français. Je vous disais, c'est une approche de droit comparé. Au-delà de l'analyse des dossiers, il y a aussi toute la comparaison des systèmes par une méthodologie traditionnelle en droit qui est l'analyse documentaire là, dans une perspective hermétique. Et on a procédé aussi à toute une analyse de la jurisprudence. On a 80 décisions des tribunaux sur des ordonnances de placement en majorité qui ont été analysées aussi à partir d'une grille semblable à celle qu'on a utilisée, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui. C'est donc une approche interdisciplinaire parce que dans ce projet-là et dans deux autres projets là, sur lesquels je travaille, on a fait ce qui, à ma connaissance, n'avait jamais été fait. On a jumelé le dossier social, donc le dossier PIGE de l'enfant, à son dossier judiciaire au palais de justice, donc pour avoir à la fois les informations contenues dans le dossier PIGE et les informations du dossier judiciaire. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a étudié là, pour le volet québécois la situation de 30 enfants qui ont fait l'objet ou qui sont placés depuis 7 et 14 ans de placement. Et du côté français, ils ont analysé la situation de 50 enfants dans la même situation. Euh, voilà, ça, je vous l'ai déjà mentionné. Donc, si on regarde au niveau de la méthodologie, là, comment on a procédé, euh, puis ce qui nous intéressait vraiment, là, c'était la permanence des placements en majorité, puis les relations familiales. Donc, pour faire ce jumelage-là entre le dossier PIGE et le dossier judiciaire, il fallait nécessairement commencer par le dossier PIGE. Donc, la première extraction, elle a été faite par le CIUS de l'Estrichus, là, et les critères qu'on a demandé, on a demandé des enfants âgés de moins de 17 ans parce qu'avec le temps nécessaire pour mener le projet et consulter le dossier, vous savez que dès l'âge de 18 ans, le dossier est inaccessible, voire détruit, hein, parfois s'agissant du dossier judiciaire. On a demandé aussi des enfants qui n'avaient pas fait l'objet de réunification familiale depuis plus de 3 mois parce qu'on ne voulait pas des enfants pour notre étude qui étaient des in and out, là, qui retournaient dans leur famille et qui étaient replacés, donc vraiment des enfants qui étaient placés sur de longues périodes. À partir de l'extraction faite par le CIUS, on a pu obtenir la date de naissance et le nom de l'enfant et c'est ça qui nous a permis de faire le jumelage au greffe ici du Palais de justice de Sherbrooke et d'identifier les dossiers judiciaires des enfants concernés. Je vous disais tantôt, évidemment, tout ça sous l'égide là, du comité d'éthique du CIUS de l'Estrie, et les dossiers judiciaires sont consultés après avoir déposé une requête devant le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 97 de la loi sur la protection de la jeunesse. On a aussi décidé d'exclure les fratries de l'analyse parce que parfois le tribunal peut tenir une audience conjointe pour plusieurs enfants de la même famille qui font l'objet de signalements pour le même motif. Donc, pour ne pas juste dupliquer finalement des informations, on les a exclus. Donc, notre échantillon, c'est 30 enfants dont la situation prend au moins une ordonnance de placement en majorité, qui n'ont pas eu de réunification familiale depuis plus de 3 mois. Et au niveau des limites,
là, je dirais qu'il faut voir quand même que c'est des dossiers qui sont toujours ouverts. Donc, notre période d'analyse de la trajectoire, c'est à partir du signalement jusqu'à la date de consultation du dossier, puisque depuis qu'on a consulté le dossier, comme c'est des dossiers ouverts, d'autres choses ont pu survenir. Il faut savoir aussi que ce sont pour les dossiers judiciaires des dossiers papier dans les palais de justice, ce n'est pas informatisé. Donc, vous pouvez imaginer le travail là, que c'est de consulter des dossiers papier d'enfants qui sont placés sur de longues périodes. Donc, c'est des dossiers qui sont énormes. Ça voulait dire en fait aussi 60 dossiers en réalité pour 30 enfants parce qu'on dédoublait. Donc, on a, nous, étudié 30 dossiers sur un potentiel de 91 enfants. Donc, la situation de 30 enfants sur un potentiel de 91 enfants. Donc, c'est à peu près le tiers là, des dossiers qui ont été dépouillés. Ce qu'on a fait aussi, vu que c'est un volet comparé, on a construit une grille d'analyse commune avec les chercheurs français qu'on a adaptée évidemment selon nos systèmes juridiques. Donc, on a mesuré aussi dans les dossiers français à peu près les mêmes choses qui nous permet d'avoir un volet de droit comparé. Si on regarde maintenant les données, plus particulièrement des enfants, je vous dis tout de suite que les pourcentages qui sont là, c'est vraiment juste à titre indicatif parce que sur 30 dossiers, là, on comprend que les pourcentages, ça veut plus ou moins dire quelque chose. Nous, ça nous permettait ou ça nous facilitait la vie pour la comparaison avec les enfants français. Donc, c'est pour ça qu'on les avait, je vous les ai laissés. Donc, si on regarde au niveau du sexe de l'enfant, on voit que les filles sont un petit peu plus représentées que les garçons. Si on regarde au niveau de la filiation des enfants, on constate quand même que 29 enfants sur 30 ont à la fois leur filiation maternelle et paternelle qui est établie. Il y a un seul cas qui est un enfant dont la filiation paternelle n'est pas déclarée. Donc, ça va expliquer pourquoi aussi nos chiffres ne sont pas toujours sur 30 là, dans le cadre de l'analyse. Si on regarde maintenant plus les données relatives au placement de l'enfant, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous avez ici la durée de placement, la répartition des 30 enfants selon leur durée de placement là, au moment de la consultation du dossier. Vous voyez que la majorité d'entre eux, quand même, ont entre 8 et 10 ans de placement. Et il y en a un qui a 14 ans de placement, tous des enfants de moins de 17 ans quand même. Donc, c'est vraiment des histoires de placement sur de longues périodes. Et là, ensuite, nous, on s'est intéressé vraiment au niveau du droit aux ordonnances judiciaires. C'est ça qu'on a le plus dépouillé. Et on s'est placé à différents moments de la trajectoire de l'enfant. Donc, le PDD ou le PM, là, ça signifie placement à durée déterminée ou placement à majorité. On s'entend qu'un placement à majorité, c'est aussi un placement à durée déterminée, mais l'échéance étant la majorité de l'enfant. La différence, c'est que seul le placement à majorité est considéré comme un projet de vie permanent pour l'enfant, ce qui n'est pas le cas du projet provisoire. Donc, on a d'abord regardé quel âge avaient ces enfants-là, premier moment de la mesure, à la date du premier placement. Donc, sur les 30 enfants, on voit quand même qu'il y en a 12 qui étaient âgés de 2 ans et moins. Si on va ensuite, puis on se place à quel âge avaient les enfants à l'ordonnance du placement à majorité, bien là, on voit qu'il y en a 5 seulement qui étaient âgés de 2 ans et moins. Puis là, on peut se demander pourquoi des enfants de 2 ans et moins font l'objet d'un placement à majorité. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps là, pour aller dans le détail, mais on a essayé de documenter ces situations-là. C'est soit des enfants qui sont en famille de proximité, ce qu'on appelle une famille de proximité. C'est défini là, à l'article 312 de la loi sur la santé et les services sociaux qui définit une famille de proximité comme étant la situation où il existe un lien significatif entre l'enfant et les personnes de cette famille-là. Donc, on pense, le cas le plus fréquent, c'est des membres de la famille élargie, notamment des grands-parents de l'enfant qui vont l'accueillir. Donc, ça nous donne un aperçu déjà de l'âge de l'enfant. Ensuite, on s'est dit, mais où est-ce qu'ils sont placés, ces enfants-là, dans quel type de milieu? Même chose, là, on a 3 moments d'évaluation. Donc, au premier placement, au placement à majorité et à la date de la consultation du dossier, ils sont rendus où, les enfants, dans quel milieu? Donc, on voit là qu'au premier placement, il y en a 10 en famille de proximité. À la première ordonnance de placement à majorité, il y en a 9. Et quand on va à la date de la consultation du dossier, il y en a 5 qui sont en placement dans une famille de proximité. Donc, on voit une diminution du nombre de familles de proximité dans le temps, alors que
que si on regarde les familles régulières, c'est quand même assez stable. Il y en avait 20, 21 au placement à majorité, puis il y en a encore 20 dans les familles d'accueil régulières à la date de consultation du dossier. Un milieu, c'est les centres de réadaptation. Donc, heureusement, il n'y en a pas à la première ordonnance de placement. Il n'y en a pas, en principe, on ne place pas en majorité un enfant en centre de réadaptation, bien qu'on pourra en discuter, il peut y avoir des exceptions, mais il y en a 3 qui sont en centre de réadaptation à la date de consultation du dossier. Et là, une chose qui nous a surprise quand même, il y en a 2 qui sont réunifiés avec leur père. Donc, au moment de la consultation du dossier, ils ont fait l'objet de placement à majorité, mais ils sont de retour dans leur famille et repris en charge par leur père. Si on regarde ensuite, on s'est demandé, je vous disais tantôt, on voulait mesurer la permanence des placements. Donc, on a regardé combien de changements de milieu de vie avaient vécu ces enfants-là. Donc, la même chose, premier tableau, c'est à la première ordonnance de placement. Deuxième tableau, c'est à l'ordonnance de placement à majorité pour voir est-ce que le placement à majorité, dans les faits, il est plus stable que le placement provisoire. Donc, on voit que oui, si on regarde le premier tableau, on a quand même 7 enfants qui n'ont eu aucun changement. On en a 9 qui ont connu 2 milieux de placement. On en a 9 qui ont connu 3 milieux de placement. Et on en a 5 qui ont connu 4 milieux de placement. Il y en a même un qui a connu 5 milieux de placement à l'ordonnance, à la date de l'ordonnance. Si on se déplace au moment de l'ordonnance du placement en majorité, donc là, on constate qu'il y a quand même 17 enfants qui, après l'ordonnance de placement en majorité, n'ont pas changé de milieu. Donc, la majorité des enfants qui font l'objet d'un placement en majorité vivaient toujours dans la famille du placement en majorité au moment de la consultation du dossier. On a un enfant qui est réunifié, donc c'est mes 2 réunifiés avec le père. On a 6 enfants qui ont connu 2 milieux et 5 enfants qui ont connu 3 milieux différents après l'ordonnance de placement à majorité. Donc déjà, on peut s'interroger sur ça. Puis une autre question qu'on s'est posée, mais est-ce qu'un enfant peut faire l'objet de plus qu'un placement à majorité? Donc, vous le savez déjà, on a regardé dans les 30 dossiers, on en a 22 qui ont un seul placement à majorité, mais il y a quand même 8 enfants qui ont fait l'objet de 2 placements à majorité. C'est quand même plus que le quart des enfants qui sont replacés à majorité dans une autre famille là, après la première ordonnance de placement. Évidemment, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui peut justifier le changement de famille? Donc, on a essayé de documenter. Ce n'est pas toujours évident dans les dossiers. Qu'est-ce qui peut le justifier? Donc, si on voit, on a 12 enfants qui ont eu des changements de milieu à l'ordonnance de placement à majorité. Là, je ne regarde pas le premier placement, mais vraiment le placement à majorité. Dans 2 cas, on dit que l'enfant a été retiré à la demande du DPJ à cause du manque de collaboration de la famille d'accueil. Dans un cas, l'enfant a fait l'objet d'un signalement par un membre pour abus sexuels dans sa famille d'accueil. Il y a un dossier, il y a 2 cas où on a retiré l'enfant à la demande de la famille d'accueil, mais on a été incapable de trouver ni dans le dossier social ni dans le dossier judiciaire les motifs qui pouvaient expliquer pourquoi la famille d'accueil demandait le retrait. Dans 5 cas, la famille d'accueil demande le retrait et en gros, elle dit qu'elle ne parvient pas à répondre aux besoins de l'enfant, soit en raison de ses troubles de comportement, de besoins spécifiques de l'enfant ou de choses là, particulières. Donc, la famille d'accueil considère qu'elle n'est pas le milieu adéquat pour cet enfant-là. Dans 2 cas, c'est la famille d'accueil qui demande le retrait parce qu'elle vit elle-même des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Dans un cas, la famille d'accueil, le motif, elle demande le retrait de l'enfant parce qu'elle considère que l'enfant n'est pas bien chez eux. Donc, c'est à peu près la seule information qu'on a au dossier. Et dans 2 cas, c'est des fermetures de famille d'accueil, pas par le DPJ, là, c'est des gens qui ont renoncé à leur statut de famille d'accueil. Donc, on voit que les changements de milieu sont beaucoup liés à la situation de la famille d'accueil, mais à la situation de l'enfant aussi. Parce que quand la famille d'accueil demande le retrait en disant on n'arrive pas vraiment, on n'est pas le milieu le plus adéquat, c'est en lien avec la situation personnelle de l'enfant. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais vous céder la parole à Julie qui va nous parler de l'évolution des contacts avec la famille d'origine. M'entendez bien? Donc, merci
Moi, je vais vous parler effectivement des contacts avec les parents et les enfants. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a regardé, c'est les contacts, mais au moment où est-ce qu'on a consulté les dossiers. Donc, ce que je vous présente, ce n'est pas les contacts et l'évolution des contacts pendant la trajectoire de placement, mais c'est vraiment au moment où on a consulté les dossiers. Donc, ça ne tient pas compte, je ne sais pas, une mère qui aurait vu son enfant pendant les 6 premières années, euh, puis qui serait en rupture de contact, mais on va le calculer comme une rupture de contact parce que c'est le moment où on a calculé. Donc, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la trajectoire. Donc, le premier tableau, c'est l'âge de l'enfant, des enfants qui ont contact, qui ont plus de relation avec leurs deux parents lors du premier placement. Ça réfère un peu à ce que le professeur Lavallée disait tout à l'heure. Donc, il y a des enfants qui ont été placés en très bas âge et là-dessus, il y a des enfants qui ont été placés en très bas âge et qui n'ont plus de contact avec leurs parents. Et ce qui fait qu'on s'est demandé, mais pourquoi ces enfants-là n'ont pas été placés dans des familles de la banque mixte? Une des choses qu'il faut savoir, c'est que comme on a eu une période d'observation qui est assez longue, hein, des enfants qui ont été placés depuis 10 à 14 ans, ça fait que la loi a changé et l'application de la loi a changé et ce n'était pas la même façon de calculer les durées maximales d'hébergement. Donc, il est possible aussi, comme disait le professeur Lavallée, que ce soit des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil de proximité, mais aussi des situations d'enfants que ça fait longtemps qu'ils sont placés et que la durée maximale d'hébergement n'a pas été comptabilisée de la même façon. Puis ce qu'on peut voir, c'est que, en référence à ce que le professeur Lavallée disait tout à l'heure, c'est qu'on a 7 enfants sur 12 en contact avec leurs enfants, avec leurs parents. Donc, en référence à ça. Si on voit par la suite les relations ordonnées à la dernière consultation des dossiers, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux situations de pères où est-ce qu'il y a une absence de relation dès la naissance. On a 15 pères qui sont en rupture judiciaire, donc il y a eu une mesure judiciaire d'ordonnée qui dit que l'enfant ne peut plus être en contact avec son père. 9 situations où le père est en maintien judiciaire et 2 situations où il y a eu des retours ordonnés. Je vais vous en parler là, très bien. Chez les mères, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 8 en rupture judiciaire, 21 mères qui maintiennent des contacts. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les ruptures judiciaires, on a 15 chez les pères, 8 chez les mères, mais là-dessus, il y en a 7 qui concernent le même enfant. Donc, c'est un enfant qui est en rupture judiciaire avec son père et avec sa mère. Donc, la façon dont on les a comptabilisés par genre comme ça ne donnait pas nécessairement le profil sur combien d'enfants a des contacts avec son père ou avec sa mère, mais lorsqu'on regarde les ruptures judiciaires, ce qu'on se rend compte, c'est que la très grande majorité des enfants ont toujours des contacts avec au moins un de leurs parents. Donc, ça, c'est un résultat qu'on trouvait très intéressant. Donc, c'est ça. Puis pour nos deux retours ordonnés, on a été aussi surprises parce qu'on s'attendait que ce soit des retours d'enfants âgés de 16 ans, près de 17 ans, puis qu'on se disait, bon, ben, la fin là, du placement va se terminer. Or, c'est pas ça. C'est des enfants qui ont moins de 14 ans. C'est des enfants il y en a un des deux qui avait vécu déjà 2 placements à majorité. Des enfants qui ont aussi des contacts qui sont maintenus avec leur mère, des enfants qui ont été placés vers l'âge de 4-5 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que malgré un placement majorité, ben, un retour dans le domicile familial, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, puis on était étonnés, là, notamment de par la trajectoire et l'âge des enfants, parce que ce qu'on entend souvent, c'est que c'est vraiment jusqu'à la majorité, et c'est vraiment dans des très rares cas. Puis moi, j'avais aussi entendu que c'était surtout après 14 ans. Donc on a été étonnés par ce résultat-là. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que le placement à majorité, ça ne veut pas dire la fin des contacts. Hein, donc, majoritairement, lorsqu'un placement à majorité, ce qu'on voit, c'est que les parents ou l'enfant a au moins maintient au moins des liens avec un de ses parents, puis que le retour est possible. Le retour auprès d'un des parents est quelque chose de possible. Lorsqu'on regarde les relations effectives puis le maintien judiciaire, c'est-à-dire que dans certaines situations, il y a eu une ordonnance de maintien judiciaire, mais lorsqu'on regarde le dossier P,
Il n'y en a pas de relation. La relation n'est pas maintenue. Donc, qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, malgré qu'il y ait une ordonnance de maintien, ben, de façon effective, ça ne se manifeste pas. Donc, on a 2 pères qui étaient dans cette situation-là et 2 mères qui étaient dans cette situation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça concerne 3 enfants parce que là-dedans encore, on a un couple. Donc, il y a vraiment une situation de 3 dossiers qui sont comme ça. Donc, si on fait le calcul, là, vraiment qu'on reprend l'ensemble des choses, qu'on regarde l'absence de relation, la rupture effective, la rupture judiciaire, bien, on se retrouve avec 19 pères qui sont en rupture, 10 mères, et on se retrouve avec, sur le plan du maintien, avec 9 pères dont le maintien est effectif et où l'enfant est retourné, et 19 mères qui maintiennent des liens avec leurs enfants. Quand on regarde pourquoi il y a eu des ruptures, donc dans les dossiers PIGE, on est allé voir qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des ruptures. Ben, il y avait nos deux pères dès le départ qui n'avaient pas de relation avec leurs enfants. Il y a 7 pères, c'est du désengagement, comparativement à 5 mères. 6 c'était dans l'intérêt de l'enfant, 2 pour les mères et 1 à la demande de l'enfant. Quand on parle du désengagement d'un parent, ben, en fait, c'est des parents qui, soit par téléphone, sont plus joignables, des parents qui ne retournent pas les appels, qui ne se présentent pas au contact. Donc, on les a codés comme étant du désengagement. Dans l'intérêt de l'enfant, ben, c'est soit des abus sexuels, abus physiques, des situations où, pendant les visites, on observe que l'enfant a des comportements particuliers. À la suite des visites, l'enfant a des comportements particuliers ou exprime verbalement qui est inconfortable lors des visites. Donc, pour le bien de l'enfant, les contacts vont être terminés. Ou à la demande de l'enfant, dans 2 dossiers, c'est l'enfant qui demande de ne plus avoir de contact là, avec son parent. Si je reviens avec mes dossiers, là, mes 2 dossiers effectifs, là, où est-ce que malgré qu'il y avait une ordonnance de maintien, ben, les contacts ne se font pas. Il y a 2 situations où est-ce que les parents se sont désengagés, alors que l'autre situation, c'est le couple et c'est l'enfant qui ne veut plus rencontrer ses parents. Mais dans l'ordonnance, c'est marqué que dans l'intérêt de l'enfant, les contacts vont pouvoir recommencer. Donc, c'est vraiment au rythme de l'enfant. Si on regarde les modalités maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a le DVH, là, ici, là, c'est vraiment des droits de visite qui incluent des hébergements, donc des enfants qui peuvent aller dormir chez un de leurs parents. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a trois pères qui ont des droits de visite supervisés, 6 non supervisés avec des droits d'hébergement. On a 3 qui ont des visites non supervisées sans droit d'hébergement. Alors, 6 mères. On a un père qui a des visites supervisées, 6 mères qui ont des droits de visite supervisés et une mère qui a des droits de contact indirect. On parle de lettres, de photos, un peu comme on voit un peu plus dans les situations de banque mixte. Concernant la fréquence, on a 12 mères qui ont des rencontres qui sont très fréquentes avec leurs enfants. Donc, on parle de pluri-hebdomadaire, hebdomadaire. On a 2 mères qui sont très fréquentes. Dans fréquente, c'est vraiment des mères, c'est mensuel, bimensuel, 1 à 2 fois par mois. Peu fréquente, on est dans tous les 2 mois environ. Et d'autres, 4 et un enfant qui ont des rencontres ponctuelles là, avec leurs parents. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande variabilité et il y a vraiment des situations où les enfants sont en contact avec leurs parents, sans supervision, qui ont vraiment des droits aussi d'hébergement. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, ce qu'on retient vraiment, c'est que le placement à majorité, c'est pas ça qui va définir qu'il y a une rupture de contact avec les enfants. Puis l'autre chose qu'on ne sait pas puis qu'on n'a pas évalué, c'est est-ce que cette rupture-là était effective avant le placement à majorité? Donc, on ne peut pas dire ben, que ces ruptures-là sont arrivées au placement à majorité parce qu'on n'a pas été voir comment ça s'est manifesté là, avant le placement à majorité. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à vous présenter sur les contacts. Je vais laisser Alexandra poursuivre sur l'autorité parentale.
OK. Donc, bonjour à tous. En fait, le dernier point sur lequel on s'est intéressé, c'est justement ce qui advenait de l'autorité parentale en contexte de placement long. Je me permets de faire une brève parenthèse pour un peu vous mettre au goût du jour sur un peu ce que ça implique puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, en gros, pour rappel, l'autorité parentale, c'est vraiment l'ensemble des droits et des devoirs que les parents vont avoir envers leurs enfants pour s'en occuper. Donc, on va parler, par exemple, du droit et du devoir de garde, de surveillance, d'éducation ou encore de nourrir et d'entretenir ses enfants. Ensuite, il faut comprendre que d'emblée, quand on place un enfant hors de sa famille, on en vient en fait à retirer l'exercice du droit de garde. Sauf que les parents, outre le droit de garde, vont quand même conserver l'exercice des autres attributs de l'autorité parentale. Ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, c'est que la famille d'accueil va avoir la charge de prendre les décisions qu'on appelle quotidiennes par rapport à l'enfant, donc le choix des repas ou les heures du coucher, tandis que les parents vont quand même être sollicités pour tout ce qui est les décisions importantes. Donc, ça pourrait être le consentement aux soins ou les autorisations de voyager. Cela étant dit, si on est dans une situation où l'intérêt de l'enfant le commande, le DPJ pourrait s'adresser au tribunal pour demander à retirer aux parents un ou plusieurs exercices de l'attribut de l'autorité parentale et pouvoir prendre des décisions importantes sans avoir besoin du consentement du parent. Donc, ça pourrait être le cas, par exemple, si on a un parent qui est difficilement joignable ou qui refuse pour des motifs non justifiés à consentir, par exemple, aux décisions qu'on a besoin de prendre pour l'enfant. Dans ce cas-ci, si le tribunal en vient à la conclusion que c'est dans l'intérêt de l'enfant de retirer l'exercice des attributs, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y a deux options. On pourrait avoir un retrait qu'on appelle plus ponctuel. Donc, par exemple, dans un cas donné, on pourrait ordonner que le parent ne puisse pas consentir, par exemple, à recevoir un vaccin contre la COVID. Mais on pourrait aussi avoir ce qu'on appelle un retrait plus global. Donc, le parent, dans un cas, pourrait perdre de manière générale le droit de consentir aux soins de santé pour son enfant. En fait, ce qui va arriver, c'est que les tribunaux vont être sollicités pour retirer généralement les attributs suivants. Là. Donc, on va parler des autorisations scolaires, parascolaires, sportives et culturelles. On va aussi parler des autorisations de voyager, des autorisations pour obtenir les pièces d'identité, comme les passeports ou les permis de conduire, puis encore le consentement aux soins. Plus particulièrement, quand on regarde vraiment l'étude des dossiers, on a regardé à cette date-là quels droits étaient retirés ou non, malgré le fait que l'enfant était placé depuis longtemps hors de son milieu familial. Ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on combine, on regarde, on voit qu'il y a 8 pères, puis un total de 7 mères. Là, donc, on fait le 6, qui est le judiciaire, plus 1, que c'est la mère qui avait consenti à juste ce qui est sur l'exercice de son autorité parentale. Là. Donc, on a 8 pères et 7 mères pour lesquels l'exercice de l'autorité parentale est retiré au complet. Puis qu'on croise les pères et les mères ensemble, on voit que c'est 4 enfants pour lesquels les 2 parents n'ont plus l'exercice de l'autorité parentale. Par contre, le plus surprenant, quand on a regardé finalement les données, c'était de constater que pour 19 pères puis 22 mères, il y avait quand même, on continuait pour ces deux cas-là d'exercer les attributs de l'autorité parentale. Donc, ce que ça nous montre, c'est que, ou en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que pour ces parents-là qui maintiennent l'autorité parentale, c'est possible qu'il y ait encore des contacts avec l'enfant en même temps, mais pas nécessairement. Fait que dans plusieurs cas, on a vu que c'était possible d'avoir le maintien de l'autorité parentale, même s'il n'y a plus de relation entre l'enfant et son parent. Par exemple, on a 5 enfants pour lesquels il n'y a plus aucune relation avec ni un ni l'autre des parents, mais pour lesquels au moins un des deux continue quand même d'exercer ou de fournir les consentements requis en lien avec l'autorité parentale. Fait autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que c'est possible plus de contact, mais le parent peut quand même continuer de fournir les autorisations nécessaires quand le DPJ lui demande. Puis, c'est ce qui m'amène au final à passer la parole à la professeure Lavallée pour les conclusions. Alors, merci beaucoup, Alexandra. En fait, en conclusion, quelques points rapides là, des conclusions qu'on a tirées. Donc, première chose, on constate que le placement en majorité ne garantit pas nécessairement la stabilité absolue de l'enfant. Le changement de milieu de vie est possible et pour certains enfants, c'est même plusieurs milieux de vie différents. Et que les enfants peuvent parfois faire l'objet de plus d'un placement à majorité. Mais il faut quand même dire que de façon générale, le placement à majorité assure une forme de stabilité à l'enfant puisqu'on en a 17 sur 30
qui, une fois leur placement à majorité, le premier ordonné, n'ont pas changé de milieu d'accueil là, à la date de consultation du dossier. Par contre, lorsque le placement à majorité représente le projet de vie permanent là, dans l'intérêt de l'enfant, on constate que ça permet quand même de maintenir la relation parentale dans un grand nombre de cas, soit avec les deux parents, soit avec un parent au moins, comme le mentionnait Julie. On constate évidemment que la relation paternelle est plus souvent rompue que la relation maternelle, mais c'est le cas avant même l'intervention du DPJ où déjà dès la première ordonnance de placement, on voit déjà que les pères sont moins présents. Donc, ça se poursuit un peu là, pendant le placement. Ça ne fait pas obstacle à l'exercice de l'autorité parentale, sauf la garde. Il faut toujours prendre en considération que, évidemment, la garde, on l'a retirée aux parents. Et dans certains cas, dans 2 cas, même ça a permis le retour de l'enfant. Je ne dirais pas que ça a permis, je dirais que ça n'a pas fait obstacle au retour de l'enfant auprès de son père. Conclusion à laquelle on arrive, c'est en fait, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord. Je pense que oui, mais vous pourrez ne pas être d'accord, vous le direz. Je pense qu'une autre conclusion auquel on en arrive, c'est que le maintien du lien familial entre un enfant et ses parents, il ne tient pas juste à la présence physique de l'enfant. Donc, on voit, on l'a illustré, qu'il y a des parents qui ne voient pas nécessairement leur enfant de façon quotidienne ou pas quotidienne, régulière, mais qui continuent d'exercer l'autorité parentale. Donc, il y a un lien parental qui subsiste au placement, même sur un placement très long. Et donc, c'est important quand même de continuer de travailler cette relation-là parentale avec l'enfant quand elle n'est pas contraire à son intérêt, bien évidemment. Donc, quand les parents exercent l'autorité parentale, qu'ils le font relativement bien, qu'il n'y a pas de raison de le retirer, le placement à majorité lui-même n'est pas un motif suffisant pour retirer l'exercice de l'autorité parentale des parents. Même si on sait que le retour de l'enfant ne sera pas possible dans la majorité des cas. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas lié nécessairement à la présence physique de l'enfant. On a des enfants qui vont maintenir des relations avec leurs parents sans nécessairement les voir être en présence physique d'eux, mais pour ces enfants-là, on peut penser, d'autres recherches pourraient nous amener à le documenter, quelle est l'importance de ces relations-là pour ces enfants-là. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. On a assez parlé. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir.